Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va aborder la partie modélisation-approximation à travers les champs de Markov. Donc ça, c'est une idée tout à fait fondamentale qu'on retrouve absolument partout et qui est vraiment l'outil conceptuel qui permet de comprendre comment on arrive à créer des modèles de relativement basse dimension, quand bien même on a en apparence énormément de variables qui sont en interaction. Donc, la première partie, donc ça va être sur la modélisation ou l'approximation avec des modèles de Markov. De champs de Markov. Et ça, ça fait le lien avec la physique. Et puis, la deuxième partie, ça va être sur l'estimation paramétrique, ou la dernière partie. Et donc ça, c'est un aspect plutôt d'optimisation, avec le maximum de vraisemblance, notamment. Donc ça, c'est toujours les deux aspects des problèmes d'apprentissage. C'est d'un côté, il faut faire des modèles et on va approximer les vraies distributions de probabilité sur les modèles. Et de l'autre côté, il y a la partie optimisation, c'est-à-dire ces modèles sont paramétrés et on optimise les paramètres. Alors, peut-être juste avant que je commence un commentaire, on vous a, je crois, distribué des feuilles qui est une enquête faite par le Collège de France sur les participants au cours, ce qui les intéresse, etc. Donc, on vous remercie de bien vouloir les remplir, d'autant plus que vous êtes une population un peu particulière pour le Collège de France, où normalement la moyenne d'âge est plus élevée. Donc, voilà, ça donne une vision un peu différente des choses. Donc, voilà, ça, c'est juste un commentaire. Si vous pouvez les remettre à la fin, vous pourrez les poser éventuellement ou les redonner à la personne qui vous les a distribués. OK, donc on va passer donc au modèle de Markov. Alors, je vais commencer avec une idée. Le principe, c'est qu'on va représenter les interactions entre les variables. Et cette interaction, elle va expliciter la notion d'indépendance conditionnelle. Indépendance conditionnelle. Alors, je vais commencer avec un exemple, qui est un exemple tout simple de vote. Vous avez 4 personnes, disons, A, B, C et D, qui vont voter et qui s'influencent mutuellement. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, des amis, et vous les représentez l'influence entre deux personnes X et Y au moment du vote. Et la valeur du vote, c'est ça qui vous intéresse. Donc, vous allez avoir deux personnes avec leur vote. Et typiquement, si ces deux personnes qui sont en lien l'un avec l'autre votent de la même manière, c'est-à-dire si X est égal à Y, bah, typiquement, vous mettez un très fort poids, vous considérez que c'est probable. Alors, par exemple, si le vote est égal à 1, ça peut être, disons, différent, mais malgré tout probable si jamais le vote est opposé. Et puis, vous allez mettre une interaction beaucoup... vous voulez expliciter le fait que les différents amis s'influencent dans le vote. Donc, si jamais ils ont des votes qui sont différents, eh bien, vous allez mettre un poids qui est beaucoup plus faible. Donc, ça vous donne, par exemple, ça, c'est les liens d'amitié entre les différentes personnes. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est avoir la probabilité du vote de A, B, C et D. Et donc, dans une configuration comme ça, vous allez dire, bah, ça va être le produit de l'influence de A sur B, de B sur C, de C sur D,
Et puis, comme vous avez besoin que l'intégrale de tout ça soit égale à 1, on va mettre ici une constante de normalisation. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que finalement, vous avez une forme de couplage, et puis chacun va s'influencer, et au bout d'un moment, vous allez avoir un système qui va converger à l'équilibre, qui va permettre de résoudre les différentes interactions. Donc le vote le plus probable, c'est celui qui reflète les interactions entre les différents membres, tout en respectant les propriétés de ce couplage. Donc ce qu'on voit ici, c'est que pour ensuite être capable de mesurer la probabilité, ben, évidemment, il va falloir calculer cette constante de normalisation. Et puis, ça, c'est quelque chose qui ne va pas être forcément facile si jamais on veut calculer un échantillonnage. C'est-à-dire, pour savoir le vote le plus probable de A, il faut comprendre les interactions entre A, B et C, qui eux-mêmes dépendent des interactions avec D. Donc vous avez un phénomène de propagation et vous avez cet équilibre qu'il va falloir mettre en place. Ça, c'est un modèle qui, d'une certaine manière, est plus compliqué qu'un modèle directionnel. Un modèle directionnel, c'est un modèle où vous savez que A va influencer, disons, B et C, et B et C vont influencer D. Si vous êtes dans une situation comme ça, alors ce que vous savez, c'est que la probabilité de A, B, C, D, ben, vous pouvez la factoriser comme étant la probabilité de A, sachant B, C, D, que vous pouvez elle-même factoriser comme A, sachant B, donc on va prendre, excusez-moi, vous avez la probabilité de A sachant BCD fois la probabilité de BCD, et la probabilité du dernier groupe, je peux l'écrire comme la probabilité de ces deux-là sachant celle-là. Fois probabilité de D. Donc si vous avez une expression comme ça, calculer cette probabilité, elle s'obtient directement comme un produit des probabilités conditionnelles. Et si je veux échantillonner, donc trouver une configuration probable, il me suffit de trouver une configuration probable de D tout seul, et puis ensuite une configuration probable de BC étant D donnée. Et une fois que j'ai échantillonné BCD, il me suffit de trouver une probabilité forte de A, sachant les trois. Donc là, dans ce cas-là, on peut, en inversant les directions, facilement échantillonner le champ. Dans ce cas-là, il n'y a pas de direction, dans le cas des champs de Markov non directionnels, il n'y a pas de direction, donc c'est plus compliqué, on va le voir, pour faire l'échantillonnage. Et ça va nous amener sur les différentes étapes du cours pour comprendre effectivement comment on peut trouver des configurations probables de ce genre de choses. Alors, pourquoi on va se mettre plutôt dans ce cadre qui, en apparence, est plus compliqué? C'est que, par contre, pour établir ce genre de relations qui sont des relations asymétriques, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de savoir si deux variables sont corrélées que de comprendre un lien de causalité qui consiste à voir si une variable influence l'autre par opposition à l'influence de l'autre sur la première. Donc, comme je disais, ça va être le sujet de la conférence de Michel Sebag dans 2 semaines. Tout le machine learning, pratiquement, est dans ce cadre-là. Et en particulier, tous les modèles de réseaux de neurones, on va le voir, sont dans un cadre non directionnel. On lit les variables essentiellement sans mettre d'informations de causalité. Même les très gros systèmes comme les systèmes de langage n'ont
aucun élément de causalité qui sont codés à l'intérieur. Et c'est, comme je disais, une des limites. Ceci étant, on va voir que ce genre d'approche est extraordinairement puissante et c'est vraiment la base de tous les modèles qui sont en physique. Alors, comment on généralise cette notion? On va définir donc cette notion de champ de Markov. Et le principe d'un champ de Markov, ça va être deux représentations des contraintes entre les différentes variables. Donc un champ de Markov, les expressions sont sous les abréviations, c'est Markov en anglais, Random Field MRF. Donc c'est une distribution de probabilité jointe qui va pouvoir se factoriser sur un graphe qui va être non directionnel et donc les nœuds ici, je vais les appeler xk. Ce sont des xk. Donc c'est les variables qui m'intéressent. Et ce que je veux regarder, c'est la probabilité jointe de x1, x2, xd en dimension d. Et cette probabilité, je vais pouvoir l'écrire comme un produit sur ce qu'on appelle des cliques, que je vais définir, de facteurs. Ça, c'est les facteurs d'influence entre les différentes variables, des xc. Alors, qu'est-ce que c'est que xc? xc, c'est un ensemble de variables x, i1, x, ik, où tous les i1, ik appartiennent à la clique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une clique? C'est un sous-graphe de G qui est connecté, qui est entièrement connecté. J'ai besoin de m'assurer que cette distribution de probabilité est bien une distribution de probabilité, autrement dit que l'intégrale est bien égale à 1. Et donc, je vais mettre ici devant une constante de normalisation. Et cette constante de normalisation, si vous calculez cette intégrale, eh bien, vous pouvez la sortir. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir que z-1 fois cette intégrale vaut 1, autrement dit que z est égal à l'intégrale du produit des facteurs phi de x de c, d de x1, xd. D'accord? Donc c'est juste la constante qu'on met devant de manière à ce que l'intégrale soit égale à 1. Alors dans ce cas particulier, c'est quoi les cliques? C'est un sous-graphe connecté. Ben, les sous-graphes connectés, c'est juste les paires. A entre B, B, C, C, D. Mais maintenant, si vous avez un exemple beaucoup plus compliqué de graphe, par exemple, vous pouvez avoir un graphe comme ceci, avec chacune des croix représentant des variables, et ben, vous allez avoir... Ça, c'est une clique, ça, c'est une clique, ça, une clique, et vous devriez pouvoir factoriser votre graphe sous forme de ces trois cliques. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir factoriser la distribution de probabilité. Et donc, sous-jacent, pourquoi ça va être important? Parce que ça veut dire que, quand bien même ces deux variables sont dépendantes, et on va voir qu'elles sont dépendantes, les liens entre les variables sont locaux, et donc le nombre de paramètres pour caractériser la distribution de probabilité est local. Et donc, ce qu'on va aller chercher derrière ce genre de modèle, c'est une représentation de basse dimension de la distribution de probabilité, où cette représentation reflète les influences des variables les unes par rapport aux autres.
Alors, il y a une propriété fondamentale qui permet de faire le lien avec ce dont je parlais, c'est-à-dire l'indépendance conditionnelle, qui est la propriété de Markov. Alors, pour comprendre ça, je vais juste déjà vous rappeler la notion d'indépendance et d'indépendance conditionnelle. Donc l'indépendance, évidemment, j'en ai déjà parlé longuement. Vous avez deux variables, x1, x2, variables aléatoires dont la distribution jointe, c'est p de x1, x2. On dit qu'elles sont indépendantes si leur distribution de probabilité, c'est le produit des distributions de probabilité. Maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est la probabilité jointe de x1, x2 étant connue la valeur d'une autre variable qui peut les influencer. Et on dira qu'il y a une indépendance conditionnelle si cette probabilité jointe, elle est séparable aussi. Autrement dit, c'est la probabilité de x1 sachant y fois la probabilité de x2 sachant y. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, d'une certaine manière, de regarder les connexions entre les trois variables. Y est suffisant pour connaître x1 et pour connaître la distribution de x2. Et notamment, si je veux, par exemple, regarder la dépendance, la probabilité de x1 sachant x2 et y, sa probabilité de x1 sachant x de y, c'est la probabilité de x1, x2 sachant y fois la probabilité de x1, alors x1, x2 sachant y. Alors, ça va me donner la probabilité de x1 sachant x2 fois la probabilité jointe fois la probabilité de la deuxième, de x2 sachant y. Pardon. Et comme vous savez, donc ici, que... non, divisé, excusez-moi. C'est la probabilité conditionnelle, c'est la probabilité jointe. Là, ça ne va pas. Divisé par la probabilité de la variable, c'est-à-dire la probabilité de x2 sachant y. Ouf! Et la probabilité de x1, x2 sachant y, c'est le produit des deux. Vous avez divisé, donc ça vous donne la probabilité de x1 sachant y. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x2 n'apporte aucune information sur x1 si vous connaissez déjà y. Bon, c'était un peu évident. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de représenter, mais dans un cadre beaucoup plus complexe où on a beaucoup plus de variables qui interagissent. Et alors, qu'est-ce que dit la propriété de Markov? C'est que si il n'existe pas de clique qui inclut deux variables, i et j, une autre manière de dire ça, c'est qu'il n'y a pas de lien ou d'arête entre i et j. Alors, la variable xi va être orthogonale. Alors, cette notion d'indépendance conditionnelle, on dit souvent x1 est orthogonal à x2, sachant y. On notera comme ça. Alors, xi va être indépendant de xj, étant connu toutes les autres variables xk pour k différent de ij. Autrement dit,
Donc là, c'est évidemment pour un champ de Markov. Autrement dit, dans un graphe comme par exemple celui-ci, ces deux arêtes ne sont pas directement connectées, c'est-à-dire que si je connais les valeurs de toutes les autres arêtes, de tous les autres variables, tous les autres nœuds, alors à ce moment-là, ces deux variables sont indépendants, conditionnés à cela. Autrement dit, ces deux variables n'ont pas, c'est le reflet du graphe, d'influence directe l'une par rapport à l'autre. L'influence ne va être due qu'aux variables externes qui sont les autres nœuds du graphe. Alors, comment on va démontrer ça? On va regarder la probabilité jointe des deux variables, xi, xj, étant connues toutes les autres variables k différents de i et de j. Et ce qu'on voudrait démontrer, c'est que la probabilité jointe peut se factoriser. Si elle peut se factoriser, c'est qu'on a une indépendance conditionnelle. Alors l'hypothèse, c'est qu'on est sur un champ de Markov. Autrement dit, on peut écrire ça sous forme de produit de facteurs. Donc on va avoir z-1, et puis le produit sur toutes les cliques. Alors le produit sur toutes les cliques, je vais distinguer différents types de cliques. Je vais distinguer d'abord les cliques C. Alors, il n'y a pas de clic C dans lequel, normalement, en général, je pourrais distinguer les clics C pour lesquels IJ appartient à la clique C. Et puis, il y aurait les clics C pour lesquels I appartient à la clique C et J n'appartient pas à la clique C, avec tous les facteurs correspondants. Et puis, il y a les clics, à savoir à nouveau ces voisinages pour lesquels J appartient à la clique et I n'appartient pas à la clique. Et enfin, toutes les cliques pour lesquelles I n'appartient pas à la clique et J n'appartient pas à la clique. Alors, l'hypothèse, elle dit que ça n'existe pas, donc j'ai un facteur simplement qui va se simplifier. Et puis, le z-1 qui est ici, eh bien, c'est l'intégrale. Donc c'est l'intégrale, on l'a vu, de tous les facteurs. Donc celui-ci n'existe pas, donc je vais le représenter celui-là sous forme de l'intégrale, c'est-à-dire c'est l'intégrale des produits sur C de I n'appartenant pas à la clique de phi de xc. Et puis le deuxième, pour I n'appartenant pas à la clique J appartient à la clique, phi de xc et dxi, dxj. D'accord? Ça, c'est le produit. Maintenant, qu'est-ce que vous observez? Excusez-moi, il y a le dernier terme qui est ici, que j'ai oublié d'écrire, qui est, donc là j'ai le dxi, dxj, mais comme ceci ne dépend pas de i et de j, dans l'intégrale, je peux le sortir. Donc je vais le mettre à l'extérieur de l'intégrale. Ici, c'est les termes avec toutes les cliques où ni j ni i appartiennent à la clique. Comme à nouveau, là-dedans, je n'ai pas de xi, xj, je peux le sortir de l'intégrale. Et donc ce que vous voyez, c'est que quand vous calculez ce rapport, eh bien, ce produit-là, il se simplifie. Il disparaît. Et donc vous vous retrouvez avec un produit de deux termes et divisé par cette intégrale. Mais là-dedans, je n'ai pas de j. Et là-dedans, je n'ai pas de i. Donc cette intégrale double, je peux l'écrire comme une intégrale simple,
sur dxi multiplié par l'intégrale sur celui-ci. Donc là, ça va dépendre que de j, et ça ne va dépendre que de i. Donc l'intégrale double, je peux l'écrire comme le produit des intégrales simples. Et qu'est-ce que vous voyez? Là, vous avez un premier terme. Ce terme-là, il dépend de xi, mais il ne dépend pas de xj. D'accord? Donc ça va être une probabilité qui va dépendre de xi, pas de xj, mais par contre qui va dépendre de toutes les autres variables. Pourquoi je dis que c'est une probabilité? Parce que c'est normalisé. Je l'ai divisé par l'intégrale sur la variable. Et ça, c'est quelque chose, c'est i appartient pas, donc c'est un p de xj, pardon. Et le deuxième terme ici, là, alors là, excusez-moi, j'ai i appartient à la clique. Ouais, mais là, ça, c'est i qui appartient à la clique, j qui appartient pas à la clique, donc c'est xi, décidément. Et le deuxième terme, c'est j appartient à la clique, i appartient pas, donc ça va dépendre de xj. Donc ce deuxième terme, il va dépendre de p de xj, sachant toutes les autres variables xk pour k différents de i et de j. Donc du coup, qu'est-ce qu'on obtient avec ce produit ici? C'est que la probabilité de xi et de xj, sachant toutes les variables xk, pour k différent de i et de j, eh bien ça s'écrit comme un produit de deux probabilités, puisque c'est bien des quantités qui sont normalisées. D'un côté de xi, sachant xk, et p de xj, sachant les xk. Autrement dit, on a bien une indépendance conditionnelle. Donc, les propriétés des cliques sont essentiellement équivalentes. Pour l'instant, j'ai juste une implication, on va voir dans l'autre sens. Mais dans ce cas-là, il y a une implication sur la notion d'indépendance conditionnelle. Alors, on va voir des exemples. Et on va commencer par l'exemple le plus simple, c'est l'exemple d'un processus gaussien. Alors pour un processus gaussien, vous avez une distribution de probabilité, on l'a vu la dernière fois, qui est une exponentielle d'une forme quadratique, comme ceci. Alors, si vous êtes dans le cas où la probabilité est strictement positive, vous pouvez toujours écrire, quand vous avez un champ de Markov, ce produit comme une exponentielle d'une somme. Autrement dit, si je regarde le log de la proba, ça va être log du z-1 plus la somme sur toutes les cliques des log des phi c. Donc ça, on va écrire ça sous forme d'une énergie. Plus exactement, moins une énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la proba est strictement positive, je peux l'écrire comme ça. Je peux donc voir ma probabilité comme étant z-1, e puissance moins u, où e puissance moins u est un reflet des facteurs. Ici, l'énergie, ça va être cette forme quadratique. Alors, qu'est-ce que dit le théorème de Markov? Il dit que si maintenant je regarde mes variables, donc j'ai les variables x1, x2, xk,
et je regarde la matrice. La matrice, elle reflète les interactions entre deux variables à l'intérieur de ce duplet x1, x2, xk. Si je regarde un élément kij, ici, si kij dans la matrice est nul, autrement dit si le coefficient est nul, ça veut dire que les variables n'ont pas d'interaction directe. Autrement dit, si elles sont nulles, ça veut dire que les variables xi et xj sont conditionnellement indépendantes étant connues toutes les autres variables. Donc, quand vous regardez une matrice, un processus gaussien, vous pouvez le regarder de deux façons différentes. Ce qu'on a vu, c'est la dernière fois, c'est que k-1, c'est la covariance. Mais si vous regardez, non pas la covariance, mais directement k, c'est-à-dire la matrice d'interaction, ce que vous voyez, c'est directement les interactions entre les différentes variables. Alors, il y a un cas particulier qui est très classique en physique, c'est le cas où, justement, la matrice K, c'est un Laplacien. Si K est un Laplacien, alors à ce moment-là, X transpose Laplacien X. Si vous définissez, par exemple, un Laplacien sur une grille, donc ici, je vais considérer que mes différentes variables, par exemple, sont des pixels d'une image. Et on peut définir l'opérateur d'interaction d'un pixel par rapport à tous les autres comme ne dépendant que des voisins et comme étant le Laplacien. Donc le Laplacien, ça va vous mettre, par exemple, le Laplacien discrétisé, un facteur 4 ici, moins 1 ici, moins 1 ici, moins 1, moins 1. Donc c'est la discrétisation de l'opérateur de Laplacien ici en 2D. Et ce que ça dit quand vous avez une distribution de probabilité gaussienne dont l'opérateur ici est Laplacien, c'est que vous avez une interaction que avec les plus proches voisins. Et cette interaction, grosso modo, va faire la différence entre le pixel central et la différence entre tous les autres pixels autour. Donc qu'est-ce que ça va imposer? Ce que vous voulez, si vous avez un champ qui est probable, c'est que cette quantité ici soit la plus petite possible, donc que le Laplacien soit le plus petit possible. Ça va avoir tendance à produire des champs qui ont une forme de régularité. En même temps, vous avez une fluctuation ici. Ça va être votre fluctuation gaussienne. Donc ces variations vont malgré tout fluctuer. Ça, on peut le réécrire autrement. Si vous faites une intégration par partie, alors si vous avez plus l'habitude, si vous êtes dans le domaine du continu, ça va s'écrire comme le produit scalaire entre x de u, le Laplacien de x de u du. Si vous faites, alors je vais mettre ici le signe moins. Je vais peut-être mettre un 1,5 pour normaliser de façon un peu plus classique. Si vous faites une intégration par partie, ici, vous allez avoir la dérivée, vous allez avoir la divergence du gradient. Vous passez ça de l'autre côté, ça va vous donner un gradient. Vous allez avoir l'intégrale du gradient de x de u. Ça, c'est formulation variationnelle classique. X du carré. Donc, autrement dit, sous forme discrète, c'est que ceci va vous donner la somme sur i de x de i. Ça, vous pouvez le réécrire exactement la même. Intégration par partie, ça peut se réécrire en somme. Ça va être différence entre x de i et x de j au carré pour tous les j qui sont dans le voisinage. Ici, le voisinage, ça va définir une clique qui est comme ceci. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette quantité-là? C'est la somme des différences au carré des voisins. Donc, c'est les énergies des différences, d'accord? Et ça reflète la variation locale du champ. Donc, qu'est-ce que vous avez dans le cas du Laplacien?
ceci, ça va s'écrire comme l'1/2 de somme de moins somme des xi moins xj carré. Ça, c'est les facteurs qui vont correspondre à votre champ de Markov. Et ça, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner un brownien. C'est un mouvement brownien. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est un peu plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle une modélisation du ferromagnétisme en physique. Alors, en physique, quand vous avez des atomes, ils ont un spin, et le spin va potentiellement définir un champ magnétique. La manière dont c'est ici modélisé, c'est au lieu d'avoir un modèle qui est discret, où la valeur du spin, c'est soit 1, soit 0, on va le modéliser avec une variable qui est continue. Donc on définit les x comme étant des atomes qui sont sur une grille qui est régulière. Chacun a une valeur qui correspond au spin. Simplement, le spin ici est défini comme une valeur continue qui va varier entre, disons, -2 et 2, avec une forte probabilité d'être plutôt égal à -1 et à 1. Ça, c'est ce qu'on appelle le modèle Phi4, et qui est un modèle générique qui est utilisé pour expliquer beaucoup de phénomènes, notamment ces phénomènes que je vais vous montrer ici de transition de phase. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on va définir une probabilité, ça c'est le modèle physique, qui va s'écrire comme étant une énergie, et donc ça va être un champ de Markov. Cette énergie va comporter un certain nombre de facteurs. Cette énergie qui est écrite tout en haut, la première composante, ça va être la composante qu'on appelle l'énergie cinétique, qui est la composante que j'ai mentionnée juste avant. Alors ici, excusez-moi, il reste le 1,5 ici, et donc ici j'ai un 1,5 ici. Donc l'énergie cinétique, en quelque sorte, c'est associé, quand on est en mécanique, à la vitesse, c'est aux incréments entre les variables au carré, et donc c'est, s'il n'y avait que ça, une composante qui donnerait des fluctuations aléatoires et qui définirait un champ brownien. Mais il y a quelque chose d'autre qui dit que la valeur de x, qui est censée correspondre plus ou moins à un spin, donc -1, 1, a une forte probabilité d'être plutôt égal à 1, plutôt égal à -1. Alors comment est-ce qu'on impose ça? On impose ça en mettant ce qu'on appelle un potentiel, qui dit que si je regarde la valeur x, c'est-à-dire du spin en un point i, je vais l'appeler, disons, cette valeur ici, t, eh bien la valeur de t, elle va plutôt être égale à soit -1, soit 1, et je vais imposer ça en mettant une valeur beaucoup plus négative en -1 et en 1, et pour les autres valeurs, eh bien, je vais remonter. Et donc, ici, qu'est-ce que je dis? Je rajoute à mon énergie une composante qui est ce qu'on appelle un potentiel scalaire. Donc, le potentiel scalaire, il va exprimer le fait que les variables ont plutôt tendance à être -1 et 1. Et donc, ça va être cette fonction V de la valeur du champ ou de l'image en chacun des points i qui va forcer les variables, parce que ce que je veux, c'est que u de x, l'énergie, soit la plus petite possible. Donc, pour qu'elle soit petite, il faut que les valeurs soient plutôt là, pour que le potentiel V soit petit en chacun des points. Donc ça, c'est le modèle physique. Ce modèle, il exprime à la fois l'interaction, le terme d'interaction des particules ou des spins entre eux quand ils sont à côté, et le fait que ce soit des valeurs plutôt égales à 1 ou -1. Maintenant, on a un modèle qui est complètement local, d'accord, puisque chacun n'influence que son voisin, et lui-même a des valeurs qui sont prescrites par le potentiel. Et ce qu'on a envie de voir, c'est quelle va être la tête du champ. C'est exactement l'équivalent du vote, c'est-à-dire à quoi va être égal x.
Alors ici, il y a un facteur de température qui rentre, qui est ce facteur qu'on met devant, bêta. Et ce facteur de température, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essentiellement réguler la taille relative des deux termes. Si vous avez un facteur de température... Alors, la température, c'est en fait... Bêta, c'est 1 sur la température. Donc si on est en situation où bêta égale à 0, bêta égale à 0, c'est-à-dire très grande température, tout fluctue dans tous les sens. Comment ça se reflète? Ça se reflète par le fait que ce premier terme disparaît. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U de x s'écrit comme une somme sur i des v de x de i. Donc, autrement dit, la probabilité, x1, x2, xd, je peux la séparer, puisque là, j'ai une exponentielle d'une somme, je peux la séparer comme un produit des exponentielles de moins v des x de i avec la constante de renormalisation. Donc, autrement dit, cette proba, c'est un produit des probabilités marginales, c'est-à-dire des probabilités de chacune des variables. Donc là, on est dans une situation où tout le monde est indépendant. Maintenant, si bêta, qui est ici, commence à augmenter, le Laplacien, il va induire une corrélation entre les variables, et vous allez commencer à voir que les valeurs des spins, autrement dit les signes de x, vont commencer à dépendre localement. Et c'est ce qu'on voit ici. Ici, on n'est pas à température 0, mais la température, elle est plus petite qu'une certaine variable, dont je vais parler ici, bêta critique. Et donc, on voit que les points de l'image, ils ont tendance à être, quand il y a un point blanc, le voisin est plutôt blanc. Et puis, ensuite, il y a du noir. Donc, c'est assez irrégulier, mais malgré tout, il y a des petites taches localement de corrélation. D'accord? Et la taille de la corrélation va dépendre de la température. Et puis, la température augmente et on arrive là à un phénomène qu'on appelle un phénomène critique de transition de phase, qui est que tout d'un coup, on voit apparaître des corrélations très longue portée. Et ça, ce n'est pas évident parce que, vous voyez, vous avez un modèle qui est complètement local. J'interagis qu'avec mes voisins, mais comme le facteur qui correspond au Laplacien devient suffisamment grand, eh bien, cette interaction va commencer à se propager et vous allez avoir des phénomènes de structure très longue portée. Et donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Et notamment, quand on arrive à une certaine température critique, quand on regarde la puissance spectrale, alors là, c'est en log-log plot, ben, ce qu'on voit, c'est que la puissance spectrale, elle commence à augmenter de plus en plus en basse fréquence, c'est-à-dire vous avez de plus en plus de structures qui vont lier les variables à très très longue portée. Et puis quand on passe au-delà de cette température critique, ce qui se passe, c'est que soit on a un phénomène qu'on dirait en anglais de winner-take-all, c'est-à-dire que soit il y a plus de 1 et à ce moment-là, ça va forcer tout le monde à petit, tous les spins à être égal à 1 parce qu'il y a des liens trop forts entre les spins, soit au départ de la fluctuation, il y avait plutôt plus de moins 1 et tout le monde va commencer à s'aligner et devenir égal à moins 1. Et donc on a deux phases, soit on observe des champs où pratiquement tout le monde est égal à moins 1, soit on observe des champs où tout le monde est égal à 1. Et on a une espèce de divergence, on a deux types de champs. Donc là, ça c'est à basse température, donc bêta plus grand que la température critique. Et là, je montre un cas où on voit des variables qui sont toutes égales à 1. Mais j'aurais pu montrer exactement l'équivalent où elles sont toutes égales à moins 1. Et ce qu'on voit, c'est qu'autour du 1, on a des toutes petites fluctuations. Donc on a d'une certaine manière quelque chose de beaucoup plus simple. Et ça, c'est le phénomène du ferromagnétisme, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a un phénomène d'aimantation globale qui apparaît, avec une direction de l'aimantation, et puis peu de fluctuations du champ magnétique autour de
de cette aimantation. Simplement, l'aimantation, elle peut être égale à 1 ou égale à moins 1. Et ça, c'est typiquement ce qu'on va faire, où typiquement, vous prenez un matériau comme ça, vous commencez à le chauffer, tout va commencer à fluctuer, et puis vous baissez la température, et dès que vous descendez au-dessous de la température critique, tout va commencer à se geler, et vous avez une aimantation qui va commencer à dominer, et vous allez voir apparaître l'existence d'un champ, et ça, c'est le champ magnétique ici, qui est égal à moins 1. Donc, on a un phénomène ici qui devient très non linéaire et assez complexe, avec pourtant un modèle qui est très simple. Et ça, c'est entièrement induit par ces structures locales. Alors, ce qu'on va voir, c'est que ce genre de choses, c'est un modèle très important pour comprendre comment on peut faire apparaître des structures, y compris dans des images aussi compliquées que, voire éventuellement des structures de visage, mais déjà en physique, des structures telles que les structures de turbulence, etc. Alors, dans le cadre du cours, comme je vais avancer progressivement, je vais voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Par contre, je vais donner une série de séminaires qui vont essentiellement donner l'interface avec la recherche de tout le domaine. Et en particulier qui va être centré sur cette interface entre machine learning et physique. Donc ça, c'est un séminaire que vous pouvez récupérer par Zoom, que je vais donner en l'occurrence demain et après-demain. Donc ça, c'est les liens. Ces séminaires sont directement liés au cours. Donc le cours va avancer en vous donnant toutes les bases, un certain nombre de bases mathématiques pour comprendre ce qu'il y a derrière. Le séminaire, par contre, la série de séminaires va vous donner les interfaces avec les questions de recherche. Donc demain, ce sera sur le lien entre ce qu'on appelle le groupe de normalisation en physique et ces questions de génération et de représentation de champs. Et une des idées qui va être importante et que je vais mentionner là tout à l'heure, c'est le fait que pour regarder ces champs, où on commence à voir ces interactions longue portée, ce qu'il faut faire, c'est séparer les phénomènes à différentes échelles. Il y a une espèce d'organisation hiérarchique des interactions qui apparaît. Et cette idée d'interaction hiérarchique, c'est une idée qui est apparue en physique avec ce qu'on appelle donc le groupe de normalisation qui a été développé par Wilson, qui a eu le prix Nobel autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette idée qui est très profonde en physique, qui permet d'expliquer les phénomènes de transition de phase, en fait, on la retrouve dans les réseaux de neurones. On la retrouve notamment dans les architectures de réseaux de neurones, comme par exemple un U-Net, où ce que vous voyez, c'est que dans le cas d'un U-Net qui prend une image en entrée, ça prend l'image et puis ça la décompose à différentes échelles. Et aux différentes échelles, pour ceux qui connaissent le U-Net, qui a une structure comme ça, il y a des interactions horizontales avec une partie du réseau qui va permettre de refléter les interactions multi-échelles. Et ça, c'est quelque chose dont je parlerai. Donc, ensuite, le vendredi, donc ce sera un séminaire un peu plus technique autour des notions de log, des constantes de log Sobolev et des ondelettes. Donc ça, c'est deux notions qu'on verra dans le cadre du cours sans doute plus rapidement, qui sont derrière les problématiques d'optimisation. Et dit, dans ces problèmes, il y a toujours deux côtés. D'un côté, l'approximation qui consiste à essayer de définir un modèle et notamment de minimiser les paramètres et éventuellement comprendre la nature physique de ces paramètres. Et puis de l'autre côté, vous avez des modèles qui sont paramétrés. Évidemment, c'est comme dans les réseaux de neurones, il faut faire la descente de gradient qui va vous permettre d'optimiser les poids. Et donc, pour comprendre dans quelles conditions ce genre d'optimisation fonctionne ou ne fonctionne pas, eh bien, il y a une notion mathématique assez fondamentale qui sont ces constantes de log Sobolev. Et on verra le lien avec les ondelettes. Et donc demain, ça ce sera à 14 h, je parlerai du lien avec les modèles de diffusion. Donc ça, c'est les fameux modèles qui font ces images spectaculaires comme celles que je vous ai montrées. Et je montrerai qu'il y a un lien qui est assez direct, qu'on voit à travers les architectures. Et le fait que
ces distributions de probabilité qui sont en très grande dimension soient apprenables, ça vient du fait qu'on arrive à les factoriser. Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire. On peut prendre des réseaux de neurones qui sont capables de synthétiser des visages, et au lieu de laisser le réseau de neurones faire des interactions entre n'importe quel pixel et n'importe quel pixel de l'image, on peut imposer que les interactions restent très locales. Et bien qu'on impose que les interactions restent très locales, à partir du moment où on a séparé les échelles, comme le suggèrent ces modèles de physique du groupe de normalisation, eh bien on arrive à reconstruire des choses qui sont essentiellement des bons modèles de visage, mais avec des interactions qui sont très locales. Donc ça veut dire que ce problème, qui est en apparence très global, parce qu'un visage, eh bien, il y a des structures très globales, deux yeux qui sont assez éloignés, des contours de la tête qui vont être très réguliers, eh bien, on peut le représenter par des structures locales, mais des structures locales à différentes échelles. Donc ça va être le programme de ces différents séminaires et qui seront enregistrés, donc si jamais vous voulez les récupérer à un autre moment. Alors, on va continuer sur les propriétés des chaînes de Markov et des champs de Markov, pardon, en regardant plus précisément l'équivalence entre ces factorisations et le fait qu'il y ait une indépendance conditionnelle. Et ça, c'est le théorème de Hammersley-Clifford. Alors, les propriétés d'indépendance, on va les regarder en considérant des groupes de variables. Donc vous définissez un graphe quelque chose comme ça. Et puis ça peut se relier comme ça. Et vous pouvez définir des groupes de variables. Donc ici, vous avez par exemple un premier groupe. Ça va être X. Ça, Y. Et puis Z. Et ce que vous voulez, c'est regarder les dépendances entre les groupes de variables. Et ça, c'est quelque chose qui va être, je disais, important quand on commence à regarder une image en entier, parce qu'au lieu de regarder les interactions entre les pixels eux-mêmes, on va regarder les interactions entre des structures. Et des structures, ça va être les groupes de variables. Et la propriété qui va être importante quand on a un graphe qui est comme ceci, c'est que vous voyez toutes les variables qui sont dans X ne sont pas, il n'y en a aucune qui est en lien avec des variables qui sont en Z. Autrement dit, on est dans le cas où il n'existe pas d'arête entre X et Z Autrement dit, Y est une frontière. Là, on a fait une partition de tout le graphe G. Alors, les variables sont conditionnellement indépendantes, autrement dit, X est conditionnement indépendant à Z étant connu Y. Alors, comment on montre ça? Ça, c'est essentiellement le même type de démonstration que celle qu'on a faite, c'est-à-dire qu'on regarde les probabilités jointes de toutes les variables. Le fait qu'il n'y ait pas d'arête entre les deux, ça veut dire que quand on regarde la factorisation sous forme de clic, eh bien, on va avoir d'un côté des arêtes qui vont appartenir à des
des clics qui vont appartenir, les arêtes vont appartenir à X. Elles peuvent être entre X et Y, entre Y et Z, mais non pas entre X et Z. Donc ça veut dire que je vais pouvoir, quand je prends la factorisation en clic, je vais pouvoir décomposer ça en deux parties. Je vais avoir toutes les composantes XC qui sont soit dans X, soit dans Y. Donc ça va être une première fonction de X et de Y. Et puis je vais avoir toutes les arêtes qui sont entre Y et Z. Et donc je vais avoir une deuxième fonction qui vont s'écrire entre Y et Z. Et donc, le fait que j'ai cette propriété, comme je sais que ceci va être intégrable à 1, je vais pouvoir diviser 1 sur Z. Je vais pouvoir l'écrire comme l'intégrale de f de xy par rapport à toutes les variables qui sont dans x et dans y, parce qu'il n'y a pas de variable z, donc elles vont disparaître. Alors, pour i appartenant à y et z, fois l'intégrale de f2 de y z pour toutes les variables xi pour i appartenant à y et z. Autrement dit, je vais pouvoir diviser ça par z1 et par z2 et j'obtiens ma probabilité qui va s'écrire comme une probabilité qui va ici dépendre de x et de y et de y et de z. Autrement dit, je vais pouvoir l'écrire comme un produit séparable entre les deux angles. Alors, les deux propriétés. Là, j'ai écrit comme ça, je vais le diviser. Excusez-moi. Je vais prendre la probabilité jointe de xz étant donné y. La probabilité xy étant donné y, ça va être donc probabilité de x, y, z divisé par la probabilité de y. Et maintenant, si je prends ce que j'ai écrit là-haut, je vais voir la probabilité de x, z, sachant y, qui va s'écrire, je vais le réécrire plutôt comme ça, comme mon premier facteur f1 de x, y, divisé par une racine de p de y. Donc ça va être le premier facteur, et fois f2 de x, z, divisé par la racine de p de y. Et donc j'ai un produit de deux termes, excusez-moi, je vais l'écrire comme ça. Le premier terme ne dépend que de xz, et le deuxième terme ne dépend que de yz. Et donc je peux le réécrire comme une probabilité de x sachant y fois la probabilité de z sachant y. Donc on a la propriété d'indépendance conditionnelle. Inversement, pour avoir une équivalence, on va montrer que si jamais on a la propriété d'indépendance conditionnelle, alors ça veut dire qu'on peut l'écrire sous forme d'un graphe qui a cette structure-là, c'est-à-dire sous forme d'un ensemble de variables x qui sont en lien avec une frontière qui sépare l'ensemble de variables z. Donc la propriété, je vais l'écrire ici, c'est que si
j'ai des variables qui sont effectivement indépendantes conditionnellement à y, alors on peut écrire la distribution de probabilité sous forme d'un graphe avec z qui est séparé de x par l'ensemble des variables y. Donc, autrement dit, il n'existe pas de x à z. Alors, comment ça se montre? Pour le montrer, il faut montrer qu'on peut écrire la distribution de probabilité sous forme d'une factorisation. Là, on prend, c'est assez direct, les trois variables p de x, z, et on va écrire ça sous forme de probabilité conditionnelle. Donc ça, je peux le réécrire comme la probabilité de y fois la probabilité de z sachant y fois la probabilité de x sachant y et z. D'accord? Je fais juste une factorisation de ma distribution de probabilité qu'on a fait souvent. Et puis maintenant, la probabilité de x sachant y et z, eh bien, comme j'ai ma propriété d'orthogonalité, ça va être la même chose que la probabilité de x sachant y. Et maintenant, j'ai la probabilité ici de z sachant y. Et cette probabilité, pareil, je peux par exemple, la factoriser dans les deux groupes. Et donc, j'obtiens deux facteurs. Ici, le premier facteur qui dépend que de z et de y. Et le deuxième facteur qui dépend que de x et de y. Donc, autrement dit, on a bien équivalence entre, d'un côté, ces propriétés d'indépendance conditionnelle de variables et le fait que la distribution de probabilité peut s'écrire sous forme d'une distribution de Gibbs sur un graphe qui ne va pas mettre en contact directement les variables. Maintenant, il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, à nouveau, c'est que ce n'est pas parce que j'ai trois variables comme ceci et x qui n'est pas en contact direct avec z que les deux variables sont indépendantes. Pourquoi? Parce que si je veux regarder la probabilité jointe entre x et z, pour voir si elles sont indépendantes, il faut que la probabilité jointe soit le produit des deux probas. Donc si je regarde la probabilité jointe des deux, eh bien, ça va être, je sais que j'ai cette configuration-là, donc j'ai un phi de xy fois un phi 2 de yz que je vais écrire sous forme de dy. dy, ça veut dire l'intégrale par rapport à toutes les variables qui sont à l'intérieur ici de y. Et ça, cette somme, elle n'a aucune raison de s'écrire comme le produit d'une fonction de x fois le produit d'une fonction de y. Donc, autrement dit, là où il faut faire attention, c'est que ces deux variables sont dépendantes. À nouveau, y joue le rôle d'une variable cachée. Ça veut dire en particulier qu'avec ce genre de modèle, je ne peux pas expliquer une situation où j'aurais par exemple un x qui avec le y qui est ici, c'est-à-dire que effectivement x et y sont dépendants, mais il y a une asymétrie, c'est-à-dire c'est x qui cause y et z qui cause y. Dans ce cas-là, x et y, a priori, quand vous exprimez ça sous forme d'un réseau parésien comme ceci, sont indépendants.
Mais ce genre de propriété où vous avez une dépendance entre x et y en z, et pourtant une indépendance entre x et z parce qu'il y a un phénomène de causalité, on n'arrive pas à l'exprimer avec un graphe comme ça. Donc un graphe non directionnel, c'est-à-dire un graphe qui explicite des propriétés de Markov, elle n'arrive qu'à expliciter des propriétés d'indépendance conditionnelle, mais elle n'arrive pas à expliciter toutes les propriétés d'indépendance possibles. Alors, cette propriété que j'ai donnée ici, elle se généralise par le théorème de Hammersley-Clifford, qui essentiellement dit la propriété d'équivalence que j'ai donnée sur 3 groupes, elle est vraie sur n'importe quel nombre de groupes. Alors, je vais vous donner le théorème. Donc, on va considérer, on dit que, en fait, on a un certain nombre de propriétés. On dit que j'ai, on appelle ça parfois une information map, IMAP, c'est-à-dire un graphe ici est capable de on dit que donc G est une carte d'information si toutes les propriétés d'indépendance conditionnelle sont dans la topologie de G. Donc le lien entre les différents éléments, les différents nœuds. Donc on considère une distribution de probabilité qui est positive. Ce que le théorème de Hammersley-Clifford dit, c'est qu'il y a une équivalence entre l'ensemble des contraintes d'indépendance conditionnelle et le fait de pouvoir exprimer ça sous forme d'une énergie de Gibbs, autrement dit, d'un produit de facteurs. Donc si on a une distribution de probabilité P, autrement dit P de x1, x2, xd sur des nœuds qui sont donc G qui est un graphe indirect. Alors G est une carte d'information, une IMAP, si et seulement si alors c'est une IMAP sur la probabilité P. Si et seulement si P est une distribution de Gibbs sur le graphe. Et donc, autrement dit, j'aurais dû le dire dans la définition, ça c'est une distribution de Gibbs. Donc une distribution de Gibbs, c'est une distribution qui s'écrit comme un produit de facteurs ou qui peut s'écrire comme, si elle est strictement positive, une exponentielle d'une énergie. Alors, pour démontrer ça, en fait, ce qu'il faut démontrer, c'est qu'il y a une équivalence entre deux choses. D'un côté, d'être capable d'écrire la distribution P de x1, x2,
xd sous forme d'un produit comme ceci de facteurs sur des clics, et de l'autre côté, la donnée de conditions d'indépendance conditionnelle. Autrement dit, le fait qu'on a l'indépendance conditionnelle sur un certain nombre de groupes de variables qui sont que les xi sont orthogonales au zi étant connu un autre groupe de variables. Donc on a un certain nombre de conditions sous cette forme, et ce que le théorème dit, c'est qu'il y a l'équivalence entre les deux. Alors ce qu'on a vu, c'est l'implication dans ce sens-là. Ça, c'était la première propriété de Markov qu'on a démontrée en haut à droite. C'est que si, on peut l'écrire comme ça, alors à ce moment-là, s'il n'y a pas d'arête entre x et z, alors on a cette propriété. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'aller dans l'autre sens. Aller dans l'autre sens, ça veut dire que si j'ai un ensemble de conditions comme ça, alors je peux construire sur mon graphe des clics tels que la distribution de probabilité peut s'écrire sous forme d'une factorisation. Alors ça, on l'a démontré ici, dans le cas de 3 groupes, x, y, z. Dans ce cas-là, c'est assez immédiat, on voit que le produit peut s'écrire comme un produit, comme la probabilité peut s'écrire comme un produit de facteurs. Qu'est-ce qui se passe si on a un graphe qui est beaucoup plus compliqué? Alors si on a un graphe qui est beaucoup plus compliqué, je vais le faire ici, je vais juste donner le principe de la démonstration, je ne vais pas la faire. En fait, il faut regarder chaque nœud du graphe et regarder ses voisins, c'est-à-dire tous les autres nœuds qui sont en lien. Donc on va avoir un voisinage. D'accord? Donc les voisins, je vais définir l'ensemble Y pour un xi qui est fixé. Y, ça va être le voisinage de xi, c'est tous les nœuds qui sont en lien direct avec xi. Et puis ensuite, j'ai tous les autres nœuds du graphe. Ce que je sais par définition, c'est que ici, le y, ça va être la frontière entre le xi et tous les autres nœuds du graphe. Donc autrement dit, ce que je peux toujours écrire, ça c'est la propriété qui est ici, c'est que la probabilité x1, x2, xd, je peux l'écrire avec un certain facteur, je peux la factoriser avec facteur qui va donner le premier terme, c'est-à-dire quelque chose qui va dépendre de ici z, ça c'est z, xi c'est le x, et y il est là. Donc je vais avoir quelque chose qui va dépendre d'abord de x et de y, autrement dit de xi et du voisinage des éléments dans le voisinage, et puis un deuxième terme, plus, moins, c'est-à-dire tout ce qui ne contient pas xi, c'est-à-dire quelque chose qui va dépendre du voisinage et du reste, autrement dit, il va dépendre de tous les nœuds, moins xi. Donc ça, c'est une factorisation. Je suis simplement en train de dire, si je regarde n'importe quel nœud, je peux établir son voisinage qui va le protéger des autres nœuds, et je peux donc factoriser ma distribution de probabilité comme quelque chose qui dépend de xi et de tous les nœuds qui ne dépendent pas de xi. Et ça, je vais pouvoir faire ça pour tout i. Et donc, je vais avoir plein de factorisations. Et ensuite, le principe, ça va être de regrouper ces factorisations petit à petit jusqu'à obtenir une seule factorisation. Et quand on va regrouper les factorisations, ce qu'on va faire, c'est en fait des intersections sur les contraintes. Et en faisant les intersections sur les contraintes, on va petit à petit capturer chacune des conditions qui sont ici et obtenir
une factorisation globale. Donc ça, je ne vais pas le faire, cette démonstration, parce que ça ne va pas être utile pour la suite du cours, mais ce résultat est très important parce qu'il nous dit essentiellement tout est capturé dans cette factorisation qui est ici. Alors je vais vous donner un tout petit exemple de tout ça pour faire le lien avec ces idées de multi-échelle. Je vais le faire très simple pour que je puisse le faire en 10 minutes. C'est le cas d'un mouvement brownien, mais en une dimension. Alors, le cas d'un mouvement brownien en une dimension, c'est donc une marche aléatoire. Une marche aléatoire, on part d'un certain x0 qui va avoir une distribution gaussienne. Et ce qu'on va faire, c'est à chaque fois, on va créer un xn plus 1 qui est égal à la variable précédente plus une fluctuation aléatoire. Et on va imposer que Zn a une distribution gaussienne. Alors n ici, c'est au sens distribution normale, de moyenne 0 et de variance sigma carré. Et puis je vais aussi supposer que la première variable, elle est aussi une gaussienne de moyenne 0 de variance sigma carré. Donc on a une marche aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on bouge avec une petite fluctuation. Donc on va à chaque fois avoir une fluctuation et on voit une espèce de courbe typiquement comme ça, ce qui est par exemple les modèles par exemple en finance, une série de prix. Le modèle le plus simple, c'est un mouvement brownien, comme ça. Donc on a comme ceci une chaîne de valeurs qui sont toutes très dépendantes les unes des autres. Si jamais je veux regarder la moyenne donc, de xn, bah, comme chacune des variables est égale à 0, ça va être égal à 0. Par contre, si je regarde l'espérance de xn au carré, bah, xn, je peux le développer, ça va être x0 plus z1 plus zn. Et toutes ces variables aléatoires sont indépendantes. Donc si je la prends au carré, eh ben, tous les produits croisés vont avoir une espérance qui sont nulles parce que ce sont des variables indépendantes. Je vais avoir des espérances de zi fois zj, et comme elles sont indépendantes, c'est l'espérance de zi fois l'espérance de zj, et ça va être 0. Donc autrement dit, toutes les corrélations sont nulles, et donc il ne va plus que me rester les espérances de zi au carré, et si je fais ça au carré, je vais en avoir n, donc je vais avoir n sigma carré. Si je regarde deux variables xn et xn plus tau, bah, c'est quoi la différence? C'est que xn plus tau, bah, c'est toutes ces variables-là, plus en plus les autres, zn plus 1 plus zn plus tau. Bah, comme toutes celles-ci sont indépendantes avec celles-ci, si je regarde le produit, les seules qui vont se corréler, c'est cette composante avec celle-là. C'est le fait que c'est en fait égal à xn plus tout ceci. Et donc là, vous faites le calcul, je vais toujours avoir n sigma carré. Donc autrement dit, ce qui va se passer, c'est que je peux avoir des variables aléatoires qui sont très loin les unes des autres et qui sont encore très très corrélées. Donc quand on regarde un processus comme ça, on a un phénomène de corrélation très longue portée qui est dû au fait qu'on garde le souvenir du fait qu'on a émergé de la variable xn quand on se retrouve ici. Alors maintenant, je vais vous présenter une représentation de la même chose qui va être une forme de version ultra simplifiée de ce dont je parlais sur la représentation multi-échelle, de cette chaîne, mais de façon un peu différente. L'idée, c'est que quand vous avez des variables qui sont comme ceci, et je vais le faire ici,
qui peuvent être très corrélés. Ce qu'on essaye de construire, c'est une espèce de représentation hiérarchique. On essaye, dans les cas les plus simples, d'avoir des variables qui sont explicatives des fluctuations, des corrélations entre ces éléments. Et puis ensuite, ces groupes, on va les regrouper à nouveau. Comme ceci. Alors, comment on va faire ça dans le cas du mouvement brownien? Ce qu'on va faire, c'est qu'on observe que j'ai mes variables x est 0, x1, x2, x3. Comment sont reliées ces variables? Par un incrément. Et les incréments sont indépendants. Donc, ce qu'on veut faire apparaître, c'est les incréments. Donc, je vais prendre ces deux variables-là et je vais faire une représentation orthogonale. Je vais transformer x0, x1 en deux nouvelles variables, x0 plus x1 sur racine de 2 et x0 moins x1 sur racine de 2. Donc ça, en deux dimensions, c'est une rotation, c'est-à-dire j'avais mes deux variables, x1, x2, j'ai défini un nouveau système de coordonnées avec une rotation comme ceci de 45 degrés qui sont données par ces deux variables. Je vais faire ça pour chacune des paires de variables. Donc ça veut dire que mes deux premières variables, je les ai représentées en une différence, que je vais écrire ici sous forme de moins, et une somme, que je vais écrire sous forme de plus. Pour chacune des paires. Chacune des paires, je les représente par sa différence et sa somme. Maintenant, les différences entre ces variables, dans le cas du mouvement brownien, je sais qu'elles sont toutes indépendantes. Donc, toutes ces variables ici, elles sont toutes indépendantes les unes par rapport aux autres. Par contre, elles sont reliées aux sommes. D'accord? Maintenant, je vais prendre les sommes. Les sommes, je peux refaire la même chose. C'est-à-dire, je peux les grouper en deux. Ici. Et je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire je peux faire la somme des sommes, je vais avoir une somme, et la différence des sommes, c'est-à-dire le même petit changement orthogonal. Donc je suis en train de cascader des transformations orthogonales, je vais avoir les différences entre les sommes, les différences, les sommes, et ces variables-là, idem, elles vont être indépendantes. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai que ces variables, elles sont reliées, les différences, à cette grande différence, et la somme, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et maintenant, je peux répéter les sommes ici. Je peux faire à nouveau une transformation. Je les regroupe sous forme d'une différence et d'une somme. Et celles-ci, je les regroupe sous forme d'une différence et d'une somme. Et ces différences, à nouveau, parce qu'elles correspondent à deux groupes disjoints, elles vont être indépendantes, mais celles-ci, elles vont dépendre de celles-ci. Donc je vais avoir un graphe de dépendance comme ceci. Etc. Et on peut continuer comme ça, avec une différence ici et une somme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a, représentant cette série de dépendances longue portée, comme des dépendances qui sont locales mais qui sont hiérarchiques. Alors, dans le cas d'un mouvement brownien en une dimension, on peut faire quelque chose de plus simple parce qu'on a une topologie de chaîne de Markov qu'on va voir là dans 2 semaines. Mais si on est dans le cas d'une image, eh bien ça va fonctionner pareil. C'est-à-dire qu'on a certes des dépendances qui sont très longue portée, mais ces dépendances qui sont très longue portée, pensez à, par exemple, une structure hiérarchique dans une compagnie.
Là, vous avez le PDG. Le PDG, même si vous avez deux personnes de service qui sont très loin, ils sont reliés par le fait qu'éventuellement, le PDG décide de restructurer la société, de couper les coûts, et à ce moment-là, tout le monde va le subir. Et pourtant, ils n'ont aucune interface directe. Et comment est-ce qu'on reflète ça? En fait, en sous-jacent, on reflète ça par le fait qu'il y a toute une structure hiérarchique dans une société, et vous avez des groupes, des équipes qui sont regroupées dans des services, qui sont regroupées éventuellement dans des sous-sociétés, etc. Et c'est ça qu'on est en train de refléter. Alors ça, c'est un cas qui est très simple, parce que là, je n'ai pas mis le fait qu'il y avait un lien. Mais ce qu'offrent comme possibilité les champs de Markov, c'est de dire on n'est pas forcé de se restreindre à une structure d'arbre. Maintenant, je peux dire oui, mais ceux-là, ils sont collègues, parce qu'ils sont dans le même bureau ou dans le même couloir. Et donc, il y a quand même certains liens qui peuvent être là, qui éventuellement pas avec ceux-là, et qui sont là. Et ici, je peux avoir éventuellement à nouveau un lien parce que c'est des directeurs de service qui partagent un bureau, qui sont dans le même truc, etc. Et donc, je peux commencer à construire un lien. Mais ce que vous voyez, c'est que votre graphe, les liens, il n'y en a pas autant que ça. Par le fait même qu'on n'est pas capable d'avoir dans une journée des relations avec 250 personnes. Vous êtes capable d'avoir des relations avec peut-être 6, 7, 8 personnes véritablement en interaction proche. Donc le nombre de liens que vous avez est limité. Mais ces liens ont beau être limités, ça peut produire des structures à très très longue portée à partir du moment où vous avez une organisation comme ça d'échelle. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un axe d'échelle. Cet axe d'échelle, en fait, représente les regroupements, autrement dit, combien de personnes vous avez sous votre responsabilité. Et si on pense en termes browniens, ici, ça c'était quoi? C'était ce coefficient qui est ici. En fait, là j'ai fait une différence, mais celui-là, c'est issu de la différence entre deux sommes. Donc en fait, cette valeur-là, c'est cette moyenne-là moins cette moyenne-là. Autrement dit, ceci, c'est un produit scalaire avec un vecteur qui va faire la différence entre ces deux coefficients. Et ça, c'est ce qu'on appelle une base orthogonale de R. Parce que si vous regardez ce que j'ai construit ici, en fait, vous avez des petits vecteurs qui vont faire la différence entre deux voisinages, mais qui vont être de plus en plus grands. La différence entre des voisinages de plus en plus grands. Et ça se retrouve dans cette théorie des ondelettes dont je parlais. C'est une ondelette particulière qui est petit à petit dilatée. Et en faisant ces produits scalaires qui consistent à faire des moyennes locales et des différences de moyennes locales, on obtient une représentation orthogonale de la série d'origine. La série d'origine, en apparence, tout le monde interagit avec tout le monde, mais si vous représentez ça sous forme de variations locales, eh bien les interactions deviennent locales. Et lorsque les interactions deviennent locales, ça veut dire qu'on va avoir un champ de Markov, mais le champ de Markov, il n'est pas sur le domaine de départ. Le champ de Markov, il est dans ce domaine ici, c'est-à-dire dans un domaine où il y a d'un côté l'axe qui était initialement, par exemple, l'axe temporel. Dans le cas des images, ça va être que vous avez ici, c'est le champ spatial. Et vous avez un deuxième axe qui apparaît et qu'on a créé, c'est l'axe des échelles, qui permet d'éviter ces dépendances longue portée. Toutes les dépendances deviennent des dépendances courte portée. Et ça, c'est exactement la façon dont on analyse un champ comme, ou une image comme les images de ce modèle ici Phi4. Mais on peut avoir le même type d'organisation sur des choses beaucoup plus compliquées, et c'est ça qui apparaît derrière ces structures de réseaux de neurones. Alors, c'est important à nouveau de réaliser qu'il n'y a rien à faire. Quelque part, il doit y avoir une source de simplicité. S'il n'y a pas de source de simplicité, ce n'est pas possible. Un réseau de neurones ne peut pas fonctionner parce que le nombre de données, même s'il est grand, il n'explose pas exponentiellement comme la dimension parce que vous n'auriez jamais assez de données pour l'entraîner.
Donc l'enjeu, c'est d'essayer d'aller chercher ces sources de simplicité. Et aller chercher ces sources de simplicité, ça veut dire essayer de trouver des représentations à l'intérieur desquelles les interactions deviennent locales, autrement dit, deviennent limitées. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est un exemple qui est très générique. Pourquoi il est générique? Parce que cette idée d'échelle, elle est partout dans le monde qui nous entoure. Vous avez des atomes qui vont s'agréger pour définir des molécules, qui vont s'agréger pour définir des structures plus importantes, qui vont définir les propriétés de matériaux, qui vont définir des phénomènes de plus en plus grandes échelles, jusqu'à avoir des phénomènes de dynamique de fluide, de climatique, astrophysique, cosmologique, etc. À chaque fois, on bouge comme ça dans les échelles, et c'est des phénomènes d'agrégat de ces propriétés, et c'est ça qu'on essaye de mettre en évidence. Voilà, donc ça, ce sera le sujet des conférences, et c'est le sujet vers lequel on avance petit à petit. Donc du coup, une fois de plus, j'ai pris du retard. C'est la prochaine fois qu'on va faire l'estimation paramétrée assez rapidement avec le maximum likelihood, et puis on va rentrer dans la problématique d'échantillonnage. Parce que ce qu'on a vu, c'est que c'est très naturel comme description, les champs de Markov, mais par contre, ensuite, trouver des échantillons, c'est-à-dire échantillonner ces distributions de probabilité, c'est beaucoup plus compliqué. Or, juste un dernier point, ces constantes de normalisation, par exemple, z-1, pour les calculer, j'ai dit, ce qu'il faut, c'est calculer l'intégrale de cette valeur. Mais cette intégrale, c'est une intégrale en très très grande dimension. Donc comment on va faire pour calculer cette intégrale? Eh bien, on va utiliser une méthode de Monte-Carlo. Et pour utiliser une méthode de Monte-Carlo, ce qu'il va falloir, c'est créer une distribution de probabilité qui n'est pas très éloignée de la distribution de probabilité de départ, et donc on est obligé d'échantillonner ce type de distribution de probabilité. Et ça passe systématiquement par ça, et on verra qu'on va pouvoir faire ça avec des chaînes de Markov. Donc on va avancer dans cette direction. Voilà, on va faire une courte pause. Il va y avoir plusieurs choses. D'abord, si vous voulez bien, pour les élèves de master, signer les feuilles de présence, si vous voulez bien remettre les enquêtes. Et surtout, il va y avoir juste après une présentation des prix et des meilleures solutions des challenges 2023 2023, avec une discussion pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi, et c'est intéressant de voir les expériences passées. Donc je vous encourage à assister à cette remise des prix et à ces séminaires. Voilà, à tout de suite et je mets les feuilles.